Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'informations locales et régionales sur TV 78. Bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres de ce lundi 16 avril. L'appel d'urgence a été lancé début avril. Les réserves de produits sanguins sont en baisse à quelques semaines des ponts du mois de mai. Une situation difficile dans la région qui a enregistré 15% de donneurs en moins. Pour en parler, Stéphane Noël, directeur de l'établissement français du sang Île-de-France. C'est une initiative de quelques enseignants de Maurepas. La deuxième journée de la citoyenneté et du civisme se tenait vendredi dernier. Élèves de CM1, CM2 et 6e ont participé à un parcours à travers des stands thématiques, sécurité routière, danger d'Internet ou encore initiation aux premiers secours. Et puis une première attrape, la ville organisait hier son semi-marathon, un parcours à la fois urbain et nature. Et les coureurs ont arpenté les rues trappistes et les sentiers de l'île de loisirs. Retour à la fin de ce journal. 200 motos et 40 voitures au départ des Yvelines, direction Paris. Elles ont rejoint hier dimanche la mobilisation des motards en colère. Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué le boulevard périphérique pour contester la limitation de vitesse à 80 km/h. Cette mesure voulue par le gouvernement entrera en vigueur le 1er juillet et sur les routes secondaires sans séparateur central. Ça ne marchera pas selon les représentants des motards en colère. Pour eux, la priorité, c'est l'état des routes. Les territoires franciliens sont différents, les problèmes restent néanmoins les mêmes. Face à la baisse des dotations de l'État, les collectivités sont contraintes de trouver des solutions. Des villes comme Maurepas et Coignères, par exemple, ont fait le choix de se réunir en communes nouvelles. Les départements d'Île-de-France, eux, se rapprochent. Ils ont lancé un pacte de solidarité interdépartementale. Concrètement, un fonds d'investissement commun va être créé. Reportage d'Olivier Zanetta, Cyril Chauvin pour Via Grand Paris. Les 7 présidents de départements d'Île-de-France, toutes couleurs politiques confondues, main dans la main, pour une annonce inédite. Face à la baisse des financements de l'État, qui empêche les départements les plus pauvres de réaliser leurs projets, ils vont créer un fonds d'investissement. Nous considérons qu'il y a des territoires qui sont plus en difficulté que d'autres, qui méritent donc des investissements supplémentaires, et on dit à l'État, donnez-nous l'autorisation d'aller utiliser de l'argent du département des Yvelines, du département des Hauts-de-Seine ou du département de l'Essonne pour aller en Seine-Saint-Denis, pour aller dans le Val d'Oise, pour aller dans le Val-de-Marne, pour aller en Seine-et-Marne, pourquoi pas, parce que nous considérons que ces investissements participent à l'intérêt général. Ce fonds de solidarité sera alimenté par une partie des dépenses d'investissement des 7 départements, des investissements qui s'élèvent aujourd'hui à 2 milliards d'euros par an. Les départements franciliens les moins riches pourraient ainsi voir leurs projets se concrétiser. Nous apportons de l'aide à nos communes en investissement. Nous avions 50 millions d'euros il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, nous avons mis au budget, j'ai augmenté cette année de 2 millions, nous sommes à 27 millions d'euros. Donc, vous voyez que le fonds s'amenuise. Et si on n'a pas effectivement ce concours de nos collègues des autres départements, qui eux ont un investissement beaucoup plus important que le nôtre, à ce moment-là, il y a un moment où on aura beaucoup de difficultés pour aider nos communes. Les élus attendent maintenant le feu vert du gouvernement pour se lancer. Les expérimentations étant prévues par l'État dans la Constitution, on peut démarrer dès demain, assurent les départements franciliens. C'est une période régulièrement sous tension pendant les vacances de Pâques et le mois de mai. La collecte de sang est fortement ralentie. Pourtant, les besoins restent les mêmes et les stocks doivent être réapprovisionnés. Bonsoir Stéphane Noël. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'établissement français d'Île-de-France. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, au début du mois d'avril, l'EFS a lancé un appel d'urgence aux dons pour faire face justement à cette période difficile. 3 semaines plus tard, au début de ces vacances de printemps, quel est l'état des réserves des produits sanguins? Est-ce que la situation est encore préoccupante? Alors la situation reste tendue. L'appel aux dons que nous avons lancé en début de mois a apporté quelques effets, heureusement. Néanmoins, la situation reste tendue pour 2 raisons. La première, il faut être conscient que les besoins en produits sanguins sont des besoins qui sont permanents. Les malades ne prennent pas de vacances et tous les jours, nous avons besoin en France de produits sanguins. Nous avons besoin de produits sanguins parce que ce sont des produits qui ne se stockent pas. Les plaquettes, par exemple, ont 5 jours de durée de vie. De fait, tous les jours, nous devons impérativement collecter des produits, soit des plaquettes dans nos centres fixes, soit ce que l'on appelle du sang total qui est collecté sur nos collectes mobiles pour en permanence produire les plaquettes dont ont besoin les patients. Et c'est un challenge quotidien que de produire ces plaquettes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en Île-de-France, nous consommons 25% des plaquettes délivrées au niveau national. C'est-à-dire qu'une plaquette sur 4 délivrée en France
l'est en Île-de-France. Et donc, il est absolument impératif, tous les jours, que de pouvoir prélever du sang. 5 jours pour les plaquettes, je crois que c'est 90 jours pour les globules... 42 jours. 42 jours, voilà. 42 jours pour les globules rouges, effectivement. Très bien. Et de fait, nous sommes en permanence sous tension. Nous vivons généralement avec 12 jours de stock. Actuellement, nous sommes en dessous de ça. Nous avons 10 jours de stock, voire un petit peu moins sur certains groupes. De fait, nous sommes sous tension, d'autant que les vacances ont commencé. Il y a des ponts qui sont extrêmement importants. Vous prévoyez d'ailleurs une semaine blanche, la deuxième semaine du mois de mai. Et surtout, la semaine du 8 mai sont des semaines qui sont extrêmement difficiles. Et comme vous l'avez compris, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir d'interruption de collecte pendant ces périodes-là. De fait, nous devons absolument collecter en permanence. Nous appelons vraiment les donneurs à se mobiliser, d'autant que nous avons d'autres conséquences qui aujourd'hui nous impactent, et en particulier les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, par exemple, amènent à devoir annuler des collectes en raison de lieux de manifestation dans Paris qui empêchent certaines de nos collègues de se tenir. Donc nous appelons vraiment tous les donneurs aujourd'hui à faire leur maximum pour venir nous voir et donner maintenant. Et en plus, c'est à prendre en compte, il y a eu en ce début d'année une baisse des dons de 15%. On peut l'expliquer par une mauvaise météo, de la neige, des températures glaciales qui, on peut le dire, ont refroidi les donneurs cette année. Les conditions météorologiques, je ne sais pas si elles ont refroidi les donneurs, en tout cas, elles ont empêché un certain nombre d'entre eux de venir au moment où toute la banlieue parisienne et Paris étaient très impactés par ces chutes de neige qui nous ont empêchés de collecter correctement pendant pas mal de jours, effectivement, et nous avons ce retard que nous devons absolument rattraper, mais surtout, aujourd'hui, la mobilisation est importante pour faire face à ces semaines qui arrivent. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, rappelons-le. À quoi servent-ils ces produits sanguins ? Ça sert concrètement à sauver des vies, le fait de donner son sang ? Ces produits sanguins servent concrètement à sauver des vies. Au-delà des images que nous avons vues à la suite des événements de novembre 2015, dont tout le monde se souvient, et c'est vraiment la partie visible de l'iceberg, il faut savoir que ces produits sanguins nous permettent de participer au traitement de leucémie, nous permettent de faire face à des gens qui ont des maladies génétiques, la drépanocytose par exemple, et les gens qui sont atteints de cette maladie vivent et survivent grâce au don du sang et grâce aux transfusions qu'ils ont de manière périodique. Mais c'est aussi les accidentés de la route, etc., etc. Donc ce don de sang permet en France de soigner à peu près 1 million de personnes par an. Avec un don de sang, vous participez, vous contribuez à soigner 3 patients. Votre don de sang permet de faire un plasma, permet de faire un concentré de globules rouges, et avec 5 dons de sang, nous fabriquons une plaquette si indispensable pour nos patients. Et qui peut donner et dans quelles conditions on peut donner ? Alors, qui peut donner dans quelles conditions ? Alors, vous pouvez donner soit sur nos sites fixes, et dans les Yvelines, nous avons un site au Chesnay, Versailles, nous avons un autre site fixe qui se trouve à Poissy, et puis nous organisons en Île-de-France à peu près 3000 collectes mobiles chaque année, à peu près 500 sur le département des Yvelines, et vous pouvez trouver le lieu de collecte le plus proche de chez vous sur notre site internet dondesang.efs.santé.fr. Merci beaucoup. Vous pouvez trouver la collecte la plus proche de chez vous, et ensuite il y a des conditions d'éligibilité. Elles sont très simples. Avoir plus de 18 ans, avoir moins de 70 ans. Si vous n'avez jamais donné votre sang à 65 ans est l'âge limite pour pouvoir donner son sang si on n'a jamais donné avant. Ensuite, peser plus de 50 kilos, être en bonne santé. Et ça prend pas beaucoup de temps ? Ça prend... L'acte de donner par lui-même, le don par lui-même dure 10 à 15 minutes, mais entre le moment où vous arrivez sur notre site et le moment où vous quittez, sachant qu'il y a un accueil, un entretien pré-don, le don, et après, il y a un moment très important de collation et de réhydratation, il faut compter à peu près 45 minutes. Il nous reste 30 secondes, un petit message à nos téléspectateurs peut-être à adresser pour finir cet entretien. Écoutez, un message important, aujourd'hui, il faut donner son sang, ne pas procrastiner, ne pas attendre demain, le don c'est maintenant. Merci à Stéphane Noël d'avoir été avec nous, directeur de l'établissement français d'Île-de-France. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le don du sang au site internet qui s'affiche en bas de l'écran. La citoyenneté, une notion importante en République, mais qui peut être floue pour les plus jeunes. C'est pour mieux comprendre cette thématique qui est organisée depuis l'an passé à Maurepas, une journée citoyenneté et civisme. La deuxième édition se tenait vendredi dernier à la halle du marché. Des élèves de l'école Malmedonne, des Bessières, des Friches et du collège Louis Pergaud ont participé à un parcours imaginé par leurs enseignants. Montage signé Jules Gruneville. J'ouvre la bouche de ma victime, je regarde, ok.
je vais coller mon oreille, coller ma joue, rapprocher. Et je vais regarder son ventre pour voir s'il respire. Gestes qui sauvent, sensibilisation avec les forces de l'ordre, quiz sur les institutions ou encore circuit sécurité routière. Autant d'ateliers auxquels ont participé près de 180 élèves de Maurepas vendredi 13 avril. Des classes de CM1, CM2 et 6e, toutes venues à cette journée préparée par leurs enseignants afin de mieux appréhender un thème cher qui figure au programme scolaire, la citoyenneté. Les élèves sont capables de comprendre très jeunes les notions de citoyenneté. Ils peuvent les transmettre dans leur famille, les retransmettre à l'école et ils sont tout à fait capables de comprendre ces notions-là dès le plus jeune âge. Au cours de la journée, les enfants réunis en petits groupes ont pu suivre un parcours à travers une dizaine de stands, rencontres avec des pompiers, policiers et bénévoles. J'utilise la main côté genou pour tirer ma victime. Et regardez, c'est magique. C'est un levier, ça bascule la victime. Faire le plein de connaissances civiques et adopter certains bons réflexes, notamment pour les premiers secours. Tu mets ton bras comme ça, et ensuite ton bras tu le mets comme ça, et ensuite t'écoutes s'il respire. On a appris à savoir comment utiliser Internet, comment sauver des vies avec les pompiers. Au moins, je peux secourir quelqu'un si je trouve quelqu'un par terre. Et aussi, j'apprends comment ne pas être renversé par une voiture, par exemple, quand tu traverses. Une journée qui a séduit la municipalité et l'inspection académique. Le rendez-vous devrait être élargi dans les prochaines années aux autres écoles de Maurepas. Quand la technologie se met au service de la santé, le comité des Yvelines de l'association Valentin Aoui organisait samedi une après-midi thématique. Elle servait à informer sur les avancées en faveur des déficients visuels. Vous découvrirez notamment dans ce reportage une canne connectée. Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmude. Objectif autonomie. Le comité des Yvelines de l'association Valentin Aoui a convié différents acteurs pour parler technologie et évolution de la médecine autour de la déficience visuelle. C'est très important pour nos amis déficients visuels de voir les projets, parce qu'il y a un certain nombre de produits qu'on leur a présentés aujourd'hui qui sont au stade de projet ou de prototype, et les développements de la médecine qui sont pour eux des facteurs d'espoir extraordinaires. Quand le professeur Leger leur explique qu'on va pouvoir greffer des cornées ou qu'on va pouvoir arriver à l'œil artificiel, pour des gens qui ne voient plus du tout, c'est un espoir colossal. Donc c'est des journées très importantes pour eux. Parmi les objets présentés, le Panda Guide, un casque de réalité augmentée qui filme l'environnement et décrit les objets autour de la personne. Et une canne connectée nommée Sherpa. Qu'est-ce que c'est Sherpa finalement ? C'est ce qu'on appelle un assistant intelligent. Pourquoi ? Parce qu'il va apporter des informations lors des déplacements que les personnes déficientes visuelles ne pourraient pas avoir toutes seules ou difficilement. À l'aide d'une oreillette sans fil et d'un système GPS, l'appareil guide l'utilisateur de la direction à prendre au temps d'attente pour son prochain bus. Il va vous dire arrêtez de direction temps et vous allez entendre un bip. Si vous voulez pas cet arrêt, vous faites rien, il va dire automatiquement le deuxième arrêt tout seul. Un dispositif déjà utilisé par plusieurs dizaines de personnes en France et qui a un coût. 700 € sont à débourser pour une canne connectée. Pour les mal et non-voyants, la technologie n'est pas la seule réponse à avoir à leur demande d'autonomie. Mais le côté accessibilité dans les gares, dans les musées, dans la rue, dans tout ce que vous voulez, l'accessibilité en France, on est en retard beaucoup de choses. Nouvelle invitée avec moi sur ce plateau, Priscilla Lopez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête d'une jeune start-up en incubation en ce moment même au Ski Cube à Saint-Quentin en Yvelines. Son nom c'est Odavi. Alors Odavi, c'est une plateforme de service à la personne. Elle a pour but de faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes. Première question, pourquoi lancer cette plateforme finalement ? Pourquoi cette thématique de l'aide à la personne vous tient à cœur ? Alors moi j'ai près de 10 ans d'expérience dans ce secteur de l'aide au maintien à domicile, donc en faveur des personnes âgées, personnes handicapées qui souhaitent rester à domicile. Et je pars d'un constat qui est que c'est très compliqué pour l'aidant familiaux, donc le parent, l'enfant, le frère, la voisine de ces personnes, de trouver le prestataire qui correspond au mieux
aux besoins de la personne à aider. Et pourquoi, à votre avis, il y a cette complication? Est-ce qu'il y a un manque de visibilité peut-être sur les solutions disponibles pour la personne qui souhaite être accompagnée? Tout à fait, vous avez complètement raison. En fait, moi, tous les jours, je rencontre donc des personnes aidants familiaux qui me disent c'est très compliqué, on n'a pas confiance, on ne sait pas vers qui se tourner. Déjà, si je vous dis SIAD, HAD, APA, conseil départemental, vous ne savez pas qui fait quoi. C'est un tissu qui est très complexe. Donc, dans un premier temps, déjà, on accompagne ces personnes pour comprendre qui fait quoi. Et ensuite, on va diagnostiquer le besoin et trouver les prestataires qui sont qualifiés par Odavi. On fait un audit pour véritablement comprendre ce qu'ils sont en mesure d'apporter par rapport à leurs concurrents. Et du coup, on fait matcher l'offre et la demande. Donc oui, une mise en relation directe de la personne qui demande le service et du prestataire. Tout à fait. Qui est facilité du coup. Ça fonctionne comment concrètement? On prend contact avec vous Voilà, donc vous avez soit www.odavi78.fr, donc le site internet sur lequel vous pouvez nous envoyer votre besoin. Ensuite, nous, on vous rappelle, ou vous nous appelez directement au 01 34 94 09 69. Tout ça s'affiche actuellement en bas de l'écran. Super. Et du coup, on vous accompagne pour trouver le bon prestataire, déjà pour vous aiguiller, pour répondre à vos questions, et ensuite à vous donner une liste de prestataires qualifiés spécifiquement pour votre besoin. Donc, par exemple, si vous avez un besoin sur une personne qui a la maladie d'Alzheimer, certains prestataires forment leur personnel à la maladie d'Alzheimer plutôt qu'autres maladies telles que Parkinson. Certains proposent une badgeuse à domicile, ce qui peut être intéressant pour ces personnes qui n'ont pas forcément toute leur tête. Pour d'autres, elle n'est pas forcément utile. Donc voilà, en fait, on fait vraiment le tri pour que vous puissiez trouver le bon prestataire qualifié. Et de l'autre côté, on accompagne aussi les prestataires pour qu'ils puissent répondre au mieux aux besoins du territoire. Et on démarre actuellement donc sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et le Ski Cube m'a très, très bien aidé à ce sujet, puisqu'on a pu du coup établir un partenariat. Depuis quelques mois, vous êtes incubé au Ski Cube. Oui, ça vous amène quoi concrètement? Ça vous apporte quoi concrètement? Eh ben, c'est les bonnes portes d'entrée, puisque en fait, on démarre avec le service solidarité de la communauté d'agglomération une expérimentation, ce qui nous permet de nous lancer simplement avec les partenaires du territoire. Voilà, c'est ce qui nous permet de démarrer. Sur cette plateforme, c'est-à-dire qu'en amont, vous avez déjà une série de prestataires avec lesquels vous travaillez, qui sont déjà identifiés? Exactement, on a une vingtaine de prestataires avec qui on travaille. On a déjà diagnostiqué des besoins, on envoie ces besoins aux prestataires et les prestataires nous font un retour sur ce qu'ils apportent en plus sur le besoin exprimé. Est-ce qu'il y a aussi une sorte de service après-vente pour savoir auprès du client si ça s'est bien déroulé, peut-être mettre en place un indice de satisfaction? Tout à fait. En fait, on va chercher la satisfaction des bénéficiaires et c'est ce qui va nous permettre de vérifier la qualité de service de chacun des prestataires et du coup de faire une mise en relation en toute confiance. On va vérifier à J+15, puis à J+30 et ensuite trimestriellement la satisfaction du bénéficiaire sur les points qui au départ étaient identifiés lors du diagnostic et sur lesquels le prestataire s'est engagé, notamment sur la formation du personnel. Vous en parliez juste avant, la plateforme est aujourd'hui opérationnelle. Là, c'est en phase d'expérimentation sur le territoire de Saint-Quentin, c'est ça? Tout à fait. En fait, on démarre sur le territoire de Saint-Quentin avec les collectivités locales et du coup, on peut démarrer en identifiant les besoins des familles qui habitent le territoire. Dernière question, là, quels sont les objectifs pour vous dans les prochains mois pour Odavi? Alors, on a déjà cette expérimentation qui démarre. Ensuite, on va développer, puisque c'est une plateforme collaborative, les espaces des prestataires pour qu'ils puissent plus facilement encore obtenir les besoins et développer aussi l'espace donc des collectivités pour qu'ils puissent avoir une visibilité sur les besoins de ce secteur et ça n'existe pas sur le territoire français aujourd'hui. Et pour plus d'informations et prendre contact avec un opérateur, les coordonnées d'Odavi s'affichent en bas de l'écran. Merci Priscilla Lopez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette plateforme de service à la personne Odavi.
On reste à Saint-Quentin-en-Yvelines pour toute autre chose. Le top départ du deuxième cyclo-défi ce lundi matin. Une vingtaine de jeunes de quartiers prioritaires du département, mais aussi du Canada, de la Suisse et de la Belgique se sont retrouvés au Vélodrome national. Après une visite des lieux, ils sont partis pour 5 jours de vélo dans les Yvelines et à Paris. Parmi les étapes, les berges de Seine à Maisons-Laffitte, la visite du Louvre et de l'Assemblée nationale. Et les jeunes Yvelinois iront à leur tour au Canada cet été pour réaliser le cyclo-défi québécois qui existe depuis 2012. Un moment de partage et de découverte. Écoutez ces propos recueillis par Camille Lambert. Il y a de très très belles choses dans les Yvelines. Ce sont ces échanges-là qui m'intéressent parce qu'on parle de tous les thèmes. On parle de l'environnement, de la citoyenneté, de la culture, de la solidarité, du sport et du handicap. Ce sont les différents thèmes sur lesquels on débat pendant les 5 jours de cyclo-défi. Nous, on amène des jeunes et ces jeunes-là rencontrent d'autres jeunes, découvrent leur réalité, partagent, échangent. Donc, c'est le fun. Ça permet aux jeunes aussi de grandir parce que les voyages, ça fait grandir. Donc, et même les jeunes des Yvelines, le fait qu'ils rencontrent d'autres jeunes qui viennent d'ailleurs, le partage d'expériences, c'est vraiment essentiel pour les jeunes. Ouais. C'est une tradition à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pour la 26e année consécutive, la Jean Racine était organisée samedi et dimanche. Au programme, 9 randonnées en VTT, dont une en nocturne, et 3 parcours sur route de 10 à 110 km dans le magnifique cadre de la vallée de Chevreuse. Un concept populaire qui a attiré plus de 4000 cyclistes débutants et confirmés. On écoute l'un des organisateurs au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Sur cet événement, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de pression. On peut le voir là autour de moi, c'est des gens qui discutent autour de table. C'est pas un événement professionnel, on reste dans un milieu associatif, on reste dans un événement qui est amateur. Mais pour autant, on arrive à proposer quelque chose de qualité et qui est très intéressant pour tout le monde. Allez, encore un mot de sport. Je vous en parlais dans les titres. Le premier semi-marathon de Trappes se déroulait ce dimanche. Un parcours inédit, 80% en pleine nature, 20% en urbain. Un parcours qui a attiré 168 courageux. Reportage de Nicolas Kirilovitz et Michael Elmidoro. Une grande première à Trappes, la ville a organisé ce dimanche 15 avril son tout premier semi-marathon. Un rendez-vous dans les cartons depuis de nombreux mois. On avait un besoin, un manque qui existait sur cette ville, c'est que les trappistes couraient tous individuellement mais ne se retrouvaient jamais ensemble pour une course unique. Donc on a choisi de l'organiser cette année. Elle répond à un vrai besoin. Ce dimanche, ils étaient 168 inscrits au départ. Les coureurs ont débuté par 2 km en zone urbaine avant de s'engouffrer dans l'île de loisirs, un secteur qui représentait 80% du parcours. On profite vraiment d'un cadre exceptionnel avec l'île de loisirs. Beaucoup de coureurs spontanément à Trappes et dans les environs viennent courir sur l'île de loisirs, donc ils connaissent le cadre. Et franchement, profiter du bruit des oiseaux, de la musique, de l'île de loisirs qui est si singulière, de l'aspect nature de cette course, c'est un bénéfice dont on va profiter à fond. Sur la ligne d'arrivée, Younes Ildelmouden du club d'Evreux a remporté cette première épreuve. Le coureur a dompté les 21 km du parcours en 1 h 10 minutes et 27 secondes. Le semi, il était pas facile, il est dur. En plus, il y a beaucoup de la forêt, il n'y a pas de coup de la route. Il y a le devant aussi, mais ouais, j'étais à l'aise le premier 10 km, mais après les 15 km, j'étais KO. Mais j'ai fini tranquille et j'ai gagné. Vu le succès rencontré cette année, une nouvelle édition devrait être à nouveau organisée sur Trappes en 2019. De la performance, des victoires et d'autres compétitions à suivre après ce journal dans le 7-8 Sport présenté par Michael Elmidoro. Mais avant ça, pour refermer cette édition, les pompiers au secours de l'environnement. Des personnages de bande dessinée sont les héros du prochain agenda scolaire de Versailles Grand Parc. 4 classes ont planché sur les illustrations de cette nouvelle édition. Le thème, cette année, les déchets. Michael Elmidoro et Mélanie Poquet se sont glissés dans une classe. J'ai travaillé sur les bulles et l'écriture et le repassage au trait. Un personnage dans la maison enflammée et des nuages. J'ai dessiné des fenêtres, des tableaux, des personnages. Leurs pompiers prennent vie pour porter secours à l'environnement. Cette classe de CM2 de Versailles participe à la 6e édition de l'agenda scolaire, un projet pluridisciplinaire autour des déchets. On a travaillé en sciences, on a travaillé en production d'écrits, on a travaillé en recherche, mais la finalité, c'est d'arriver à ces planches et au travail. Voilà, ça c'est la finalité du projet. Pour aller aux éco-gestes, il faut d'abord connaître et comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Quand vous prenez une bouteille de jus d'orange le matin, il faut réfléchir d'une façon systémique d'où il vient, comment il est créé, comment il a été produit et quels vont être ses déchets.
Près de 120 enfants, 4 classes de l'agglomération de Versailles-Grand Parc ont travaillé 2 jours avec un BDiste. Cette année, c'est Stédo, dessinateur belge. Alors, qu'est-ce qu'on disait ici? C'est bien? On avait fini le projet. Ils ont plein d'idées, plus que moi. Donc du coup, c'est un peu frustrant. Mais non, ouais, je suis assez surpris parce que c'est quand même un projet conséquent au niveau du boulot à investir. Et je trouve qu'ils ils ont plein d'idées, ils sont très réactifs, ils dessinent vachement bien en fait. Donc voilà, je pense que je vais les engager. Les élèves ont donné avant les vacances leur dernier coup de crayon. Plus de 10 000 exemplaires de cet agenda seront distribués dès le mois de juin. Mélanie Poquet sur des images de Michael Elmidoro. C'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Replay et reportage à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très bonne soirée et excellente semaine à tous.